Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous du débat de France 24. À la maison, en l'occurrence la mienne, bienvenue chez moi donc, mais aussi celle de nos invités que je vais vous présenter dans un très court instant. Mais d'abord un mot sur les circonstances qui nous font nous retrouver dans ce cadre un peu particulier, devenu familier, le confinement, situation partagée par la moitié des êtres humains à la surface du globe, alors qu'Emmanuel Macron vient de fixer un horizon de sortie, un terme proche au confinement strict que nous vivons ici en France. Beaucoup s'interrogent ou continuent de s'interroger. Que cherche-t-on à obtenir par ce confinement? Comment lutte-t-on après cela contre l'épidémie? Comment protège-t-on au mieux les populations en évitant une deuxième vague épidémique? Est-ce un choix scientifique ou bien politique? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre avec, à présent, à mes côtés, Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin engagé dans l'humanitaire, vous avez occupé les plus hautes fonctions à Médecins sans frontières, la Croix-Rouge française, vous avez présidé Action contre la faim, vous avez été aussi ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Écrivain, vous êtes membre de l'Académie française, vous avez été prix Goncourt pour Rouge Brésil, c'était en 2002. Et puis, vous êtes également l'auteur, ce sont vos derniers ouvrages en date. Tout d'abord, celui qu'on voit à l'écran à l'instant, Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, c'est paru chez Gallimard. Et puis, également chez Flammarion, cette fois, Les 3 femmes du consul. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe Ruffin, pour ces 40 minutes de débat. On va également débattre avec vous, Frédéric Bizard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, économiste, expert en protection sociale et en santé. Vous êtes professeur à l'ESCP Europe. Vous enseignez aussi à Sciences Po Paris. Et vous avez dirigé cet ouvrage que l'on va voir à présent. C'est un ouvrage collectif et allons la réforme. Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand? Voilà, c'est paru aux éditions Fauvas. Et puis, l'Institut que vous avez fondé, l'Institut Santé, a publié des recommandations stratégiques pour un plan de sortie de crise. On va évidemment en parler, ça va occuper une partie de nos discussions aujourd'hui. Également, parmi nous, François Durper. François Durper, bonjour. Vous êtes universitaire, membre du laboratoire Bonheur de CY, Cergy Paris Université, auteur de nombreux ouvrages sur les États-Unis, sur les questions d'identité aussi. Le dernier, eh bien, c'est un ouvrage collectif, un ouvrage que vous avez dirigé, donc Une histoire mondiale du bonheur. C'est paru aux éditions du Cherche Midi. Et puis également, parmi nous aujourd'hui, Ziad Limam. Ziad Limam, bonjour. Vous êtes directeur d'Afrique Magazine. Ceux qui regardent régulièrement à Une semaine dans le monde sur France 24 vous connaissent bien. Et Afrique Magazine, eh bien justement, le dernier numéro, celui du mois d'avril, s'intéresse précisément à ce qui se passe en ce moment. C'est cette épidémie de Covid-19. Covid-19, l'Afrique face à la très grande menace. Dernier numéro disponible en ligne, Ziad. En ligne aussi, un peu en print à l'ancienne, là où c'est possible, dans certaines destinations. C'est un magazine qui s'est fait sur un fil et c'est pour ça qu'on est assez fiers qu'il soit là et d'autant plus que je pense que les médias, dans ce genre de crise, ont un rôle très, très important à jouer et c'est pour ça que c'est important d'être avec vous aussi sur ce plateau. Merci Ziad Limam et merci donc à vous 5 d'avoir accepté aujourd'hui d'être parmi nous. Alors, on va évidemment débattre dans un instant du coronavirus et surtout de son corollaire, le confinement, désormais incontournable. Quand et comment en sortir? Emmanuel Macron a esquissé une réponse, c'était ce lundi, avec une date pour un déconfinement progressif. On va entendre justement les principales annonces du chef de l'État, des annonces qui sont compilées pour France 2 par Valérie Astruc. Une date répétée tout au long du discours, fixée comme un horizon, celle du déconfinement qui débutera le 11 mai. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais après le 11 mai, les personnes âgées ou atteintes de pathologies devront rester confinées jusqu'à nouvel ordre. Le 11 mai aussi, le retour au travail devra s'organiser avec des règles sanitaires strictes. S'agissant des masques et des tests, une nouvelle stratégie. Sans être obligatoire partout, le port du masque sera encouragé. L'État
à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Montée en puissance aussi des tests, priorité aux seniors et aux soignants avec un impératif. Nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Quant au redémarrage économique, il sera progressif. Les lieux de rassemblement et les salles de spectacle resteront fermés jusqu'au mi-juillet. Pas de date de réouverture pour les hôtels, bars, restaurants ou cinémas. Les frontières avec les pays non européens resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Enfin, le président a reconnu des failles. Le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Un discours qui s'est voulu optimiste avec la promesse de jours meilleurs. Jean-Christophe Rufin, comment vivez-vous ce confinement? Vous êtes soulagé par cette perspective du 11 mai? Vous considérez que le chef de l'État a eu raison de définir un horizon relativement proche? Écoutez, je ne suis pas du tout certain qu'il ait annoncé quoi que ce soit en réalité, parce qu'à part les écoles, je ne vois pas vraiment ce qui va être déconfiné le 11 mai. C'est une manière un petit peu, j'allais dire psychologique, pour ne pas dire démagogique, en fait, de donner un terme pour que les gens tiennent. Mais je vois pas, comme il n'y a pas, ça n'a pas été assorti, si vous voulez, d'une description de l'ingénierie de ce déconfinement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, pour qui, quand, etc. Je pense que cette date du 11 mai, pour moi, elle est vraiment virtuelle, et j'exclus pas que M. Castaner nous annonce le 10 mai qu'on ne s'est pas comporté suffisamment bien pour être libéré de notre confinement. Donc, pour moi, il y a beaucoup de flou, pour ne pas dire d'interrogation et même d'inquiétude dans cette annonce. Frédéric Bizard, les écoles pourront donc rouvrir elles progressivement à partir du 11 mai. C'est l'une des premières mesures de déconfinement. Ce n'est pas ce que vous préconisez, puisque vous désignez plutôt ces écoles comme des lieux à haut risque Covid-19. Vous préconisez-vous d'attendre plutôt septembre et de maintenir d'ici là l'enseignement à distance? Oui, alors, à travers ce plan, et ce que je vais dire là se veut constructif, parce qu'il faut savoir que c'est d'une complexité lorsque vous avez travaillé. Donc, nous avons produit un plan complet de sortie de crise. Donc nous savons tous les obstacles qu'il faut lever jusqu'à ce qu'on ait, ce que nous sommes arrivés à lever à peu près tous les obstacles. Et croyez-moi, c'est complexe. Donc, d'abord, il faut prendre des hypothèses. Nos hypothèses sont communes avec celles du gouvernement, donc on peut comparer les plans. C'est-à-dire que la première hypothèse, c'est en effet cette date prévisionnelle de sortie de la situation actuelle, qui est quand même une situation, vous avez parlé de la moitié de l'humanité, mais enfin, si vous enlevez l'Inde, vous avez quand même une grande majorité des pays qui ne sont pas dans notre cas. Bon, on est dans notre cas parce qu'on n'était pas préparé, principalement. Et donc, il y a la première, on voit que la première quinzaine de mai est une fenêtre de tir qui semble raisonnable quand on étudie ce qui s'est passé en matière de cinétique des épidémies en Chine. On voit que nous sommes à peu près à un pic, mais plutôt un plateau, et on voit qu'au bout de 2 à 3 semaines, on devrait arriver dans une zone contrôlée de l'épidémie. À partir de là, on peut bouger. La deuxième hypothèse, et ça a été bien dit par le président, c'est qu'on s'inscrit dans une durée longue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que, quelle que soit cette date de sortie du confinement collectif, la vie va redevenir comme avant. Ou alors, il faut comprendre ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que tant que nous n'aurons pas de vaccin, l'hypothèse centrale, c'est plutôt que nous serons sous la menace de ce virus, et donc il va falloir avoir des comportements, une vie adaptée à cette menace. La troisième chose, c'est qu'il va falloir qu'on active, parce que nous sommes en guerre, ça a été dit, ça n'a pas été dit hier d'ailleurs, mais nous le sommes toujours. Si nous l'étions il y a 3 semaines, nous le sommes toujours. Et quand on est en guerre, il faut un arsenal. Et aujourd'hui, l'arsenal, il est très défaillant. Donc, nous avons quelques semaines. Il faut profiter de ce moment. Attention, parce que chaque jour qui passe dans le confinement, sont quand même des journées qui, sur le plan économique et social, coûtent cher. La quatrième hypothèse, c'est la question de quelle efficacité est-ce qu'on recherche. Évidemment, c'est la vie humaine qui prime. Mais cette vie humaine, elle est dépendante des questions sanitaires, mais aussi des questions économiques et des questions sociales. Donc, il faut avoir ces 3 perspectives-là. Et par rapport à votre question sur les écoles, typiquement, on est dans cette quelle efficacité est-ce qu'on recherche?
Le président a habillé le fait de renvoyer les 12 millions d'élèves à l'école d'un vernis social, alors que c'est purement un objectif économique. Lorsque l'on dit que les personnes âgées et fragiles doivent être restées confinées, voilà une mesure antisociale qui est par excellence véritablement de régression sociale, puisqu'on sait que moins les personnes sont favorisées, plus leur état de santé est dégradé. Donc on va laisser confiner les moins favorisés. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Je pense que c'est une erreur et on commence à le voir, monsieur le ministre de l'Éducation, Blanquer, a commencé à rétro-pédaler. Il a dit, bon, finalement, ce sera que ceux qui le souhaiteront. Et là, on voit qu'on rentre dans un espèce de flou artistique qui est exactement ce qu'il faut éviter. Je pense qu'il faut un plan, on y reviendra probablement dans votre émission, mais il faut un plan qui soit dans les grandes lignes, dans les orientations stratégiques très claires pour les Français, pour qu'ils puissent véritablement commencer à se projeter dans cette nouvelle vie. En tant qu'universitaire, François Durper, vous comprenez, vous, qu'on reporte à septembre la rentrée dans les universités et pas pour les écoles où les enfants reviendront dès le mois de mai. Est-ce qu'il y a une cohérence alors qu'on imagine a priori les étudiants plus aptes à respecter les fameux gestes barrières que les jeunes enfants? Oui, Raphaël, vous avez raison et ça vient d'être dit. Il y a cette double logique, la logique évidemment sanitaire et la logique économique. Et il semble bien que la question ne soit pas celle du retour des enfants à l'école, pas le fait qu'ils soient présents à l'école, mais le fait surtout qu'ils soient absents du domicile et donc évidemment que ça permette aux parents, eux, de recommencer à travailler. Le fameux Go Back to Work qu'on a dénoncé chez Donald Trump, il existe aussi réellement ici. Bruno Le Maire le disait aujourd'hui, il faut sauver l'économie. Pour sauver l'économie, il faut que ces enfants soient à l'école. Donc évidemment, là, on peut penser qu'il n'y a pas vraiment de logique, puisque dans l'enseignement supérieur, par exemple, très concrètement, on dispose dans les universités, vous le savez, des fameux amphithéâtres. Les amphis, ça permet par exemple de respecter ces distances parce que vous pouvez très bien imaginer un TD en amphi. On est à une période de l'année où on ne va pas faire des cours en amphi, donc on va faire des TD avec des groupes plus restreints et ça permettrait évidemment là, de respecter complètement les règles. Mais on ne le fait pas, on dit les universités, ça sera qu'à partir de septembre. Donc là, effectivement, il y a ce problème de logique qui peut se poser. Et puis, c'est vrai qu'il y a un premier bilan à tirer sur cette question de l'école. Vous savez que je suis universitaire sur les questions de sciences de l'éducation. On voit bien que l'école à distance, ce n'est pas possible. L'éducation à l'école, l'éducation à distance, c'est possible. Mais l'école à distance, c'est autre chose. Parce que l'école, c'est un lieu où on apprend ensemble, on n'apprend pas seulement les maths, on n'apprend pas seulement le français, on apprend la politesse, la bienveillance, le savoir-être en relation. Et ça, évidemment, c'est intéressant parce que ce virus, il est peut-être accélérateur d'évolution. On parlait déjà d'éducation à distance avant ce virus, et on voit bien qu'on ne pourra pas accélérer au point de supprimer le lieu école. Le lieu école, il est fondamental. Emmanuel Macron invoque un principe d'égalité, le fait que tous les enfants ne vivent pas le confinement dans les mêmes conditions. Est-ce que ce n'est pas un prétexte, Ziad Limam, pour faire revenir les parents sur leur lieu de travail en les libérant de la garde d'enfants? Cette réouverture des établissements scolaires, elle répondrait à un impératif économique finalement au moins autant que sanitaire. Voilà ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Moi, je pense qu'il n'y a pas une seule vérité. J'espère que le cynisme en politique ne va pas au point d'utiliser le sort des classes défavorisées pour justifier une mesure. Je pense qu'il y a une réalité aussi qu'on essaye de pas voir, c'est que ce confinement, il est probablement la seule mesure qu'on a entre les mains aujourd'hui, mais il est d'une violence sociale, d'une extrême brutalité. Quand vous avez dans le monde aujourd'hui et en France également des centaines de millions de gens qui vivaient au jour le jour, c'est-à-dire pour qui 10 $ ou 10 € un jour après l'autre, c'était ça leur réalité économique. À partir du moment où on impose des confinements majeurs, et vous avez parlé de la moitié, mais c'est probablement les 2/3, ou en tous les cas la quasi-totalité de l'humanité qui ne fonctionne plus de manière cohérente sur le plan économique, vous avez des centaines de millions de gens qui sont au risque à court terme de la famine. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas l'exclure. Et en France, vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont dans des milieux sociaux défavorisés, qui sont en risque de déscolarisation, qui sont en risque encore plus accéléré de désocialisation, etc. Donc, on ne peut pas totalement exclure ces données.
La deuxième chose, à titre personnel, c'est que je trouve qu'on oppose trop le débat, la question économique à la question santé. La santé, c'est pas quelque chose in abstracto, c'est pas quelque chose qui existe tout seul. Alors oui, il faut protéger les gens. Oui, il faut faire en sorte que les hôpitaux soient capables d'absorber les pics. Mais s'il n'y a pas d'énergie pour faire tourner les hôpitaux, s'il n'y a pas d'alimentation pour que les gens mangent, s'il n'y a pas de déplacement pour le personnel, si, la santé, elle n'existe pas toute seule. Donc, c'est clair que pour un homme politique aujourd'hui, il faut qu'il balance entre l'impératif du non-effondrement économique et l'impératif de la santé. C'est une réalité. Et le dernier point, c'est que ils n'osent pas nous le dire, mais ils le disent quand même, on va vivre avec le Covid-19 pendant des mois, peut-être même 1 an ou 2, tant qu'on n'aura pas les médicaments ou tant qu'on n'aura pas le virus. Et quand on regarde l'histoire des épidémies, l'humanité a vécu pendant des cycles de 1, 2, 3, 4 ans, voire répétitifs, avec ces épidémies. Donc, il faut qu'on s'habitue mentalement à coexister du mieux possible avec ce virus pour l'achever, mais on va avoir une période de coexistence. Et c'est là peut-être aussi qu'il faudrait être clair avec les populations, arrêter d'infantiliser les gens, leur dire que c'est une responsabilité commune, qu'il faudra tous y aller, il faudra tous être prudents, il faudra tous se battre, mais sans nous donner cette espèce de côté père Fouettard. Quelqu'un parlait de Castaner qui peut revenir faire le père Fouettard. Enfin, toutes ces distributions très artificielles des rôles, je trouve qu'on pourrait s'en passer maintenant. Jean-Christophe Rufin, on voit le MEDEF évoquer dès à présent une demande d'une sorte de rattrapage, en demandant que les salariés travaillent plus longtemps. Et en même temps, ce confinement, il montre aussi qu'on n'a jamais accordé autant d'importance aux vies humaines. Où se situe aujourd'hui la société? Quel est le devoir du politique, notamment au regard de ce fameux risque zéro? Est-ce qu'il faut en faire son deuil désormais? En tout cas, dans la gestion de cette crise, on est très très loin du risque zéro, je veux dire, très très loin. Avec cette invention du confinement, si vous voulez, c'est formidable parce que ça inverse la charge de la responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité, c'est nous, c'est-à-dire que vous êtes arrêté par un gendarme qui vous traite comme un délinquant parce que vous avez marché sur un trottoir, etc. Donc, alors qu'en fait, quand on regarde la gestion de cette crise, on ne peut pas uniquement la mettre sur le compte d'une impréparation passée avec un gouvernement qui a fait ce qu'il a pu. Moi, je suis ici physiquement dans ma maison qui est à la montagne. C'est ici qu'il y a eu le premier cas. Les premiers cas, c'est une famille anglaise ici au Contamine, c'était fin janvier, c'était vers le 25 janvier, si ma mémoire est bonne. On nous a annoncé hier, le président nous a annoncé hier que le 11 mai, on pourrait tester toutes les personnes qui ont des symptômes. Mais rendez-vous compte, c'est un retard considérable. C'est 4 mois après le début de l'épidémie. Donc, on ne peut pas parler de gestion en fonction du risque zéro. On a utilisé une méthode médiévale qui était de confiner absolument tout le monde, sans aucune distinction d'ailleurs, ni de région. Parce qu'en Chine ou en Italie, les choses se sont faites de façon plus différenciée, mais ici, non, c'est tout le monde, y compris dans Lozère, etc., peu importe. C'est aussi sans tenir compte du statut des personnes, des gens qui ont été infectés, qui ont fait la maladie et qui, 15 jours, 20 jours après, sont guéris, ne devraient plus être soumis à ce confinement. Bref, on n'est pas du tout dans le risque zéro, on est dans quelque chose de massif. Et à quoi assiste-t-on aujourd'hui? Et c'est le débat que vous introduisez, c'est-à-dire qu'on revient à ce qui finalement est ou a été dans certains pays le traitement optimal, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Des tests massifs, l'isolement des malades, et non pas forcément de tout le monde, et la protection des gens les plus vulnérables. Voilà. Et ça, si on prend l'épidémie comme ça, nous n'aurions pas ce débat entre MEDEF, pas MEDEF, etc., parce que nous n'aurions pas arrêté totalement la machine. Et cette décision d'arrêter complètement la machine est quand même la sanction d'une incurie gouvernementale majeure et qui ne peut pas être entièrement mise sur le compte de leurs prédécesseurs face à quelque chose qui est connu depuis, on pourrait dire, le mois de décembre en Chine et le mois de janvier ici. Frédéric Bizard, vous êtes d'accord d'abord avec ce que vient de dire à l'instant Jean-Christophe Rufin sur cette méthode médiévale du confinement, et puis vous recommandez, vous, dans votre plan de sortie de crise, de faire sortir du confinement collectif l'ensemble de la population afin que les contraintes qu'il conviendra de continuer à observer restent adoptées du plus grand nombre. Cet objectif d'égalité, est-ce qu'il ne se heurte pas tout simplement en fait qu'on ne peut pas accorder à l'ensemble de la population la même liberté de mouvement qu'aux personnes immunisées?
C'est ce que vous recommandez dans votre plan, en tout cas. Alors, il faut toujours regarder les avantages et les inconvénients des différentes pistes. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. Ce que dit Jean-Christophe Rufin est absolument juste. Et jusqu'à maintenant, écouter un certain nombre de commentaires, regarder un peu dans les réseaux sociaux, et je suis quand même assez étonné, je dis ça sans aucune arrogance, mais sur l'absence de vision critique du plan qui est proposé, dans le sens critique constructive. On parle beaucoup de la forme, de communication politique, réussi, pas réussi, mais c'est le plan. Et Jean-Christophe Rufin évoque un point juste qui montre qu'il y a des aberrations dans ce plan. On nous dit dans un mois, d'un air relativement plutôt fier, nous serons capables de tester tous les Français qui présentent des symptômes. Enfin, heureusement, puis d'ailleurs, on espère que si on sort dans un mois, c'est qu'on on sera sorti de l'épidémie, en tout cas du choc, du pic épidémique, et donc il y aura relativement peu de Français à la sortie du confinement, on peut l'espérer, qui auront des symptômes. L'enjeu, c'est pas les Français qui ont des symptômes, l'enjeu, c'est de tester sérologiquement les millions de Français qui ont eu déjà la présence du virus, et donc que l'on sait plutôt séropositif, et donc non contaminant et immunisé. Mais ça devrait être fait maintenant, parce que je rappelle que le confinement de millions de Français peut démarrer aujourd'hui sans aucun risque. Vous avez 6 à 10 millions de Français, selon le comité scientifique, qui sont immunisés. Qu'attendons-nous? Bon, et ce sont des tests qui sont tout à fait banaux. Bon, les Allemands en réalisent 500 000 par semaine. Alors, il paraît que Bosch, l'entreprise allemande, c'est exclusif pour les Allemands. Enfin, bon, on devrait être quand même capable de le faire. Donc là, il y a quand même des aberrations dans ce plan. Je ne sais pas si c'est une approche médiévale, mais enfin, attention, et là je partage en effet ce qui a été dit par Jean-Christophe Rufin, c'est que, OK, il y avait un système non préparé parce que uniquement curatif, qui n'était pas centré sur la santé publique, ça c'est historique. D'abord, on aurait pu commencer à le changer, parce que nous avons travaillé, vous l'avez dit, depuis 2 ans, et c'est au cœur de notre réflexion. Enfin, attention, où là, on a maintenant quand même les données. On commence à la connaître, cette épidémie. On a quand même, il faut regarder sur le plan international ce qui s'est passé. Tout le monde n'est pas rentré en confinement et tout le monde n'est pas dans notre situation. Bon. Oui, mais Frédéric Bizat, est-ce qu'il n'y a quand même pas une forme d'injustice à restreindre davantage ceux qui pourtant ont été les plus vertueux dans les règles de confinement, dans la mesure où ils auront, eux, évité tout contact avec la maladie? Vous savez, la justice sociale, c'est d'abord de se préoccuper des plus défavorisés. Ça, la justice sociale, Rawls, on connaît tous ça par cœur. Bon, donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir cette approche globale. On parle beaucoup ici de pauvreté et autres. Attention, chaque jour de confinement supplémentaire risque de faire perdre à la classe moyenne un revenu par habitant encore plus important, et donc de se retrouver dans quelques mois dans une situation encore plus préoccupante. Je suis étonné par une vision un peu laxiste de la conséquence de ce confinement, qui serait, écoutez, restons confinés le plus longtemps possible, comme ça on sera sûr à la sortie. Alors, comme l'a très bien dit Ziad, comme de multiples viroses, Ebola et autres, il va falloir apprendre à vivre avec. Et c'est cette inscription dans le temps long qui est important. Donc, tout le monde doit s'habituer à ce virus. Si les personnes fragiles doivent rester confinées, quand est-ce qu'on les déconfine? Puisqu'on sait que c'est une affaire de mois, voire d'années. Dans un an, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut donner la même perspective à tous. On est tous adultes, tous responsables. Et donc, les gens, ils savent bien que plus ils sont à risque, plus leurs risques de ne pas respecter les règles du confinement seront importantes, voire vitales pour elles. Mais ça sera la même chose dans 6 mois. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, il faut une approche assez républicaine des choses, mais c'est-à-dire avec une certaine liberté d'action. Et la contrepartie de la liberté, c'est la responsabilité individuelle. Je pense que dans ce cas-là, ça s'impose. Ça pose en tout cas la question du pourquoi de la décision de déconfiner. Doit-elle être fondée sur des avis scientifiques? Est-ce qu'elle relève avant tout d'un choix politique? Aux États-Unis, en tout cas, Donald Trump en fait désormais, lui, une affaire de volonté personnelle. C'est de lui que procède la souveraineté populaire. Elle doit s'appliquer à tous, à commencer par les gouverneurs des États. Écoutez, c'était hier à Washington, Donald Trump, donc, qui s'est adressé aux journalistes. Je vous propose de l'écouter, suivi d'ailleurs de la réaction d'un homme qui aujourd'hui est en première ligne, c'est le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. C'est tout de suite. The federal government has absolute power. It has the power. As to whether or not I'll use that power, we'll see. I would rather, John, I would rather work with the states because I like going down to a local government. He left it to the states to close down. And that was a state-by-state decision.
without any guidance, really, he took the position that it was a state's decision. If they want to change the model, they can change the model. He's the president of the United States. He is the federal government. Voilà, François Durper, on a du mal à suivre Donald Trump, hein, qui successivement n'a pas voulu donner d'ordre d'abord aux États en matière de confinement, qui aujourd'hui eh bien, explique hein, qu'il pourrait à tout moment décider de lever le confinement dans ces États et que cette décision, eh bien, elle relève de lui avant tout en désavouant d'ailleurs son principal conseiller, le virologue Anthony Fauci. Oui. Oui, on parlait d'un État français qui est un État très centralisé où on confine nationalement et on déconfine nationalement et on ne fait pas évidemment de différence selon les régions. Alors c'est très différent aux États-Unis avec un État fédéral. Vous avez une rivalité en plus avec, entre Donald Trump d'un côté et un certain nombre de gouverneurs, notamment les gouverneurs démocrates, mais pas que. Vous venez de voir un exemple de la passe d'armes entre Donald Trump et Andrew Cuomo, qui est gouverneur de l'État de New York. On a du côté de Donald Trump, effectivement, un fédéralisme à géométrie variable. Quand ça va bien dans un État, c'est parce que Washington leur a donné des masques ou leur a donné des respirateurs. Quand ça va mal, ben c'est la faute du gouverneur, surtout s'il est démocrate. À tel point qu'un certain nombre de gouverneurs, d'ailleurs, on dit, puisque c'est comme ça, on va faire une coopérative d'État. C'est Gavin Newsom, qui est le gouverneur de l'État de Californie, qui a dit, nous, on a des respirateurs, on va mettre ces respirateurs dans le pot commun avec d'autres États, hein, l'Ohio, l'État de Washington. Et un peu par provocation, il a rajouté, on va appeler cette coopérative les États-Unis. Et on ne s'occupe pas de Washington. Vous voyez un petit peu le fond politique. Deuxième chose, quand même très importante, c'est que on vote dans peu de temps aux États-Unis. On vote au début novembre. Donc il y a évidemment cet arrière-plan politique. Aujourd'hui, la campagne est entre parenthèses et c'est plutôt déplacé. Et c'est la question évidemment de la lutte contre le coronavirus qui est au centre, avec d'un côté l'idée que Donald Trump pourrait pâtir de l'effondrement économique, de la récession économique, et puis aussi d'avoir agi trop tard. La géographie du virus finalement a donné du temps au président américain, mais il n'en a rien fait. Il y a eu 6 semaines entre le premier cas et la première mesure de Donald Trump. Et puis, il y a aussi d'autres voix qui disent non, regardez, les sondages sont bons pour Donald Trump, 49% de popularité. Il y a un effet drapeau dans ce contexte de crise. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus cynique dont on parle un peu moins, c'est que les secours en cas de catastrophe sanitaire notamment, eh bien, ils vont être dirigés, les secours fédéraux, vers des régions qui sont électoralement payantes. Et on le voit très bien aujourd'hui avec notamment, vous savez que la Floride est un swing state, un État en balance qui va peser début novembre. Eh bien, les fonds vont dans certains comtés qui vont être déterminants en novembre, bien parce que, évidemment, Donald Trump sait qu'il a tout à y gagner. Quand on voit ça, Ziad Limam, alors évidemment, hein, c'est Donald Trump avec ses particularités, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que les politiques, un peu à l'image de Donald Trump, semblent un peu perdus aujourd'hui. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il délègue la décision à des comités scientifiques? Et puis en même temps, de l'autre côté, bien l'OMS, elle, a été quand même très en retard aussi sur la prescription hein, de ce qu'il fallait faire face à cette crise et face à cette pandémie. J'espère que les politiques, en particulier dans les pays démocratiques où ils sont élus, ne vont pas abdiquer leurs responsabilités de gouvernement. Ils ont été élus, ils doivent faire face à la crise. Après, on pourrait avoir un petit peu de mansuétude parce que je pense que c'est quelque chose qui a été sous-estimé, c'est un virus qui a été mal compris. Je pense qu'on en a parlé sur ce plateau, sur cette émission, on en a parlé sur le fait que la Chine n'a peut-être pas été complètement transparente sur les premières étapes de l'épidémie et que donc on était tous dans une espèce d'attente un petit peu trop tranquille de ce qui allait arriver. Et bon, voilà. Après, moi, je pense que les médecins sont des médecins, les scientifiques sont des scientifiques. Chacun doit jouer son rôle. Mais je pense que la décision est politique. Et simplement, pour que le système fonctionne, il faut qu'il y ait un maximum de confiance entre tous les acteurs. C'est pour ça aussi que je reprends la discussion. On ne peut pas traiter les citoyens comme des gosses. On ne peut pas traiter les citoyens comme des enfants. Les citoyens sont acteurs de cette lutte. C'est eux qui vont
quand on va déconfiner, parce qu'il faudra bien sortir de ce truc médiéval, comme disait M. Ruffin, quand on va sortir de ce truc médiéval, il va falloir que ce soit les citoyens qui appliquent d'eux-mêmes les gestes barrières, la distanciation dans les écoles, dans les lieux de travail, chacun chez soi, etc. Donc, tout ça doit fonctionner dans une espèce d'homogénéité. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça fonctionne dans un monde relativement parfait ou relativement riche, ou avec des revenus, avec des structures, etc. Je demande à ce qu'on pense aux 2/3 du monde qui n'ont pas ces mécanismes, que ce soit démocratique, que ce soit au niveau structure de santé, que ce soit au niveau de la survie économique, parce que cette épidémie, elle touche la France, elle touche l'Italie, elle touche les États-Unis, mais elle impacte de front l'Inde, elle impacte l'Asie du Sud-Est, elle impacte l'Afrique, elle impacte l'Amérique latine, et on ne va pas pouvoir, nous, sortir de ça en se disant ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça ne nous concerne pas, parce que l'autre bout du monde, aujourd'hui, c'est devenu chez nous. Et c'était d'ailleurs intéressant hier dans le discours de Macron, cette référence assez appuyée, parce qu'elle n'est pas très politiquement, je veux dire, ça ne rapporte pas de bénéfices politiques, cette référence politique appuyée à l'Afrique, considérée comme notre voisin et qu'il faut aider. Donc, c'est un ensemble global aussi. On parlait de confinement, mais si les Allemands déconfinent plus rapidement que les Français, si les Autrichiens déconfinent plus rapidement que les Français, ça va créer un débat en France aussi. Donc, on est tous dans la même tempête, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas encore assez, sur la cohésion, la collaboration, tous les mécanismes d'entraide internationaux pour pouvoir faire face un petit peu ensemble. On va l'évoquer effectivement dans un instant avec vous, Jean-Christophe Ruffin, et nos autres invités. Mais on touche peut-être aujourd'hui aux limites de la connaissance scientifique. En tout cas, on le voit, l'Asie s'inquiète-t-elle déjà d'une possible deuxième vague entre les nouveaux cas venus de l'étranger, des nouveaux foyers épidémiques ou des patients qu'on croyait guéris et testés à nouveau positifs au Covid-19. Autant de motifs d'inquiétude. Le cycle est peut-être en train de repartir là même où il avait commencé. C'est un sujet de Jean Barrère. Inspection renforcée à la frontière russe. Les autorités chinoises redoublent de vigilance. Ces derniers jours, à Swinfen, au nord-est du pays, plus de 200 cas de coronavirus importés de Russie ont été repérés. 境外输入风险持续增大，给入境城市带来压力。各地要做好较长时间应对境外疫情输入的工作准备。 Depuis fin mars, la Chine a fermé ses frontières à la quasi-totalité des étrangers. Les nouveaux cas détectés sont principalement des ressortissants chinois, rentrant de Russie par voie terrestre ou aérienne. Une recrudescence des cas qui inquiète aussi à Singapour. Lundi, 386 nouveaux cas ont été enregistrés. Il s'agit de la plus forte hausse depuis le début de l'épidémie. En cause, le développement de foyers épidémiques dans des résidences pour travailleurs immigrés. Des centaines de travailleurs vont être logés dans cet hôtel flottant. Objectif : isoler les sujets a priori en bonne santé de ceux qui présentent d'ores et déjà des symptômes. La Corée du Sud, qui avait su endiguer rapidement la progression de l'épidémie, fait aujourd'hui face à un nouveau phénomène. But what we are discovering these days is that those fully cured and released, many of them have been found to test positive a few days after. And so now, we are learning that there's a lot more that we need to learn about how the virus travels. Les scientifiques sud-coréens tentent de comprendre. Pour le moment, aucune certitude à ce sujet, mais une multitude d'hypothèses. Des tests négatifs indiquant la guérison faussée, une réactivation du virus plutôt qu'une réinfection ou encore la présence persistante de ce virus dans l'organisme sans qu'il présente de danger pour l'hôte. Comment on fait, Jean-Christophe Ruffin, face à une épidémie devant laquelle la science elle-même finalement montre ses limites? Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, la question que vous avez posée me faisait bouillir, parce qu'on ne peut pas confier à des scientifiques et à des médecins, et je le dis en faisant partie, mais la décision politique. La décision politique, elle est politique. Elle est liée à tout un ensemble de considérations, ça a été tout bien dit, économiques, sociales, etc. Donc, les médecins, et en plus, ce ne sont pas
États-Unis, si quelque chose a été démontré avec cette crise, c'est que ce qu'on appelle la communauté scientifique ou la communauté médicale est tout sauf homogène, hein. Il y a des conflits, y compris des conflits d'ego, des conflits d'intérêts, des conflits de génération, enfin bref. Donc, il faut vraiment prendre tout ça avec beaucoup de prudence. Et c'est vrai que ce virus, on le connaît mal, en plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de demander à des gens qui savent de donner la vérité, parce que ces gens qui savent, ils sont en train d'apprendre. Et ils sont en train d'apprendre sur le tas, si je puis dire. Ziad Limad parlait tout à l'heure de l'Afrique. Sur ce qui se passe en Afrique, il y a de grandes incertitudes. On ne sait pas comment va se comporter ce virus en Afrique. Pour le moment, il n'est pas si présent, en tout cas au nombre de cas, au nombre de personnes en réanimation. Alors on peut dire que c'est parce qu'il n'est pas testé suffisamment, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y aurait une épidémie de syndrome respiratoire aigu en Afrique, ça se verrait, ça se saurait. Donc il y a des si vous voulez, aujourd'hui, la maladie infectieuse, c'est pas comme à l'époque de Pasteur, c'est pas un virus, point. C'est l'interaction d'un virus ou d'un agent infectieux et d'un écosystème. Et ça, c'est très compliqué et effectivement, on ne sait pas tout. Et donc, il est illusoire d'attendre des scientifiques une sorte de vérité absolue qu'ils n'ont pas encore. D'ailleurs, le président a eu l'honnêteté hier de le dire. On en est, nous, remis aujourd'hui à quoi? À l'attente d'un vaccin. Ce sera ça la véritable issue de cette crise épidémique, Frédéric Bizard? C'est la solution qui permettra, avec le plus de garantie, la stabilité de la situation. Maintenant, vous savez, à quel horizon? C'est au minimum un an, hein, d'après ce que l'on voit. Donc, quelquefois, vous avez l'équipe d'Oxford qui a dit qu'elle pensait pouvoir à 80% être capable en octobre. Et puis, vous avez après des bon. Donc, globalement, on sait que c'est au moins un an. Nous, on est parti sur cet horizon-là. Mais de toute façon, la vie pendant cette période-là, aussi bien en termes de nouvelles scientifiques, nouvelles épidémiologiques, elle va être faite de haut et de bas, avec un versant positif. Peut-être qu'on va avoir une thérapeutique à partir de l'arsenal existant qui va probablement pas régler le problème, mais qui va peut-être permettre de mieux maîtriser ce virus avec moins d'anxiété, notamment pour les cas graves, qui permettra un retour à une vie un petit peu plus normale. Je voudrais réagir juste sur l'impact pour les pays en voie de développement, voire les pays émergents, parce qu'il y a un autre phénomène, à mon avis, qui va être important à regarder, c'est clairement, on va changer de paradigme. Hein. Je sais qu'on dit ça souvent, mais enfin là, et plutôt dans un sens utile, c'est-à-dire qu'on va passer d'un capitalisme très mondialisé à un capitalisme qui sera moins mondialisé et probablement plus numérique. C'est-à-dire que les gains de productivité, on va les rechercher non pas en allant produire à l'autre bout du monde des produits pas forcément très, très compliqués à produire, hein, comme notamment des principes actifs, notamment tout un tas de chaînes de production, mais on va les produire plus localement, ce qui veut dire qu'il y aura quand même une part d'activité économique qui avait bénéficié aux pays en voie de développement, qui risque de moins bénéficier dans le nouveau cycle qui va s'enclencher après cette crise sanitaire. Et donc, ça peut avoir des conséquences importantes et nuisibles pour les pays en voie de développement. En tout cas, je pense que ça sera à considérer. Merci à vous, Frédéric Bizard. Merci également à nos autres invités, Jean-Christophe Ruffin, Ziad Limam, François Durper. On arrive au terme de ce débat. On le voit, encore beaucoup de questions. La France en est à un mois de son confinement. D'autres pays ont déjà suivi cette voie. D'autres en ont choisi d'autres, d'ailleurs, notamment dans ces pays qui nous regardent actuellement. C'est le cas du Sénégal, où c'est le couvre-feu et pas le confinement à l'heure où nous parlons. Énormément de méthodes différentes, mais toujours les mêmes interrogations que nous partageons. On en reparlera évidemment à coup sûr dans une prochaine émission. À très bientôt sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.